Bonjour Fabrice, Bonjour, comment allez-vous? ça va? Et toi-même? Ben, très bien, merci. Bon, déjà, merci beaucoup pour votre temps, pour notre conférence. Donc, je sais que vous avez un schedule assez busy, donc vraiment, j'apprécie énormément. Donc, juste pour vous faire un petit retour, on a déjà fait la conférence sur donc l'économie et les startups avec Laurent, Guillaume, Ilan, Julien, etc. Donc, ça s'est très bien passé. On a eu d'excellents retours dessus. Et puis, donc ça va être, je pense que ça va être intéressant aujourd'hui d'avoir votre point de vue sur les questions. Donc juste pour vous introduire un petit peu, donc là, donc la conférence, donc on va faire un petit peu le point sur la reprise à 360 degrés, sur la réinvention aussi, afin de donner un petit peu des conseils et des indications aux gens sur différents secteurs. Donc aujourd'hui, donc nous allons aborder l'économie, les startups, les entrepreneurs et aussi donc la reprise la reprise des activités. Donc, je pense qu'on peut commencer si ça ne vous dérange pas. Oui, si vous voulez. Très bien. Donc, déjà, dans un premier temps, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu sur votre parcours vraiment atypique en tant que tech entrepreneur et aussi, on vous présente souvent comme le plus grand angel investor dans les marketplaces, dans les places de marché. Donc, j'aimerais vraiment que vous présentiez votre background et aussi savoir comment la situation, le Covid-19, comment vous l'avez vécu déjà dans un premier temps et comment cela a affecté vos opérations, votre activité, vos investissements. D'accord. Bref parcours, donc je suis niçois de base et d'origine. En fait, quelque part, je suis tombé dans l'informatique à l'âge de 10 ans. J'ai eu mon premier PC en 84 et c'était l'amour au premier clic. Ça a été une forme d'expression de liberté et de créativité que je n'avais pas dans les autres vecteurs de la vie. Et donc, j'ai commencé à programmer, à créer des BBS, etc. Et j'ai eu mon bac au lycée Massena à Nice et je suis allé directement faire mes études universitaires aux États-Unis, étudier l'économie et les maths à l'université de Princeton. Et quelque part, par concours de circonstances en termes de timing, en début des années 90, donc en 93, j'y suis allé en 92, en 93, ils ont installé des lignes à 10 mégabits dans nos chambres. Donc, on avait l'accès super rapide dans un monde où tout le monde était connecté à 9600 beaux, 9200 beaux. Euh, et donc, on a vu quelque part l'Internet naître du point de vue consommateur. C'est-à-dire que il y avait Gopher, IRC dans les premiers temps, puis Mosaic, puis Netscape. Il était relativement assez évident qu'une bulle était en train de se former. En fait, je suis allé à l'Université de Princeton sachant que j'allais être entrepreneur dans la tech, vu qu'à l'époque, je suivais les modèles de Bill Gates et de Steve Jobs, et j'adorais la technologie. Maintenant, je m'attendais pas à ce que ce soit une énorme industrie. Donc, il y a eu la part de chance, c'est que ce qui était un hobby est devenu une industrie énorme où tout d'un coup, le monde a, les étoiles se sont alignées pour que le monde valorise quelqu'un qui était jeune, ambitieux et qui était intéressé à la tech. Donc, quand j'ai gradué j'avais 21 ans, en 96, je suis allé travailler dans le cabinet de conseil de McKinsey et compagnie, euh, parce que à ce moment-là, j'ai pas vraiment d'expérience business, même si je vais créer une boîte pour payer mes études universitaires, exportant du matériel informatique des USA vers l'Europe. Donc c'était une sorte d'école d'affaires, sauf qu'ils me payaient. J'ai fait ça pendant 2 ans, je suis devenu associé et j'ai quitté pour créer ma première startup. Et donc les dernières 22 années, j'ai créé des grandes places de marché sur Internet. La dernière et la plus connue est probablement OLX, qui a 5000 employés dans 30 pays avec 350 millions d'utilisateurs ou de visiteurs par mois. Et en fait, de par le fait que j'étais visible en tant que PDG vis-à-vis du grand public, j'ai plein d'autres entrepreneurs qui ont commencé à demander de l'argent et des conseils. Et donc, j'ai commencé à investir en fait dès mes premières heures. Et donc, je suis en angel investor en fait depuis les tout débuts. Quand j'ai quitté OLX en 2013, j'avais déjà plus de 100 participations et les gens en fait me voyaient déjà plus comme un ange qu'un un PDG, alors que je faisais les deux, que j'étais doué beaucoup plus longtemps en tant que PDG, mais mon nom n'était associé qu'à une startup que je gérais, alors qu'il y en avait des centaines dans lesquelles j'étais investisseur. Depuis
2013, je me suis rendu compte que j'aimais créer des boîtes, j'aimais investir, et donc je crée une structure qui s'appelle FJ Labs, qui me permet chaque année d'investir dans une centaine de startups et de créer une à deux startups de toutes pièces dans les places de marché, qui est ma première passion, peut-être de par mon parcours d'économiste, où j'aime créer de la liquidité, de la transparence dans des marchés qui sont par ailleurs opaques, qui créent beaucoup de valeur. Euh, donc ça, c'est sur un peu le parcours. Maintenant, sur comment j'ai vécu Covid, quelque part, j'ai déjà vécu deux crises fondamentales dans l'Internet, celle de la bulle, l'explosion de la bulle en Ouais. 2000, qui, même si à niveau mondial et l'économie mondiale était beaucoup moins impactante, au niveau des startups, était bien plus impactant. C'est-à-dire que après 2001, on avait l'impression que c'était la fin de l'Internet, c'est-à-dire que le rêve avait été brisé et on n'a pas livré sur les promesses et c'était fini. Il était impossible de lever des fonds. Toutes les boîtes du B2C avaient fait faillite, toutes les boîtes de télécom avaient fait faillite. Et j'étais resté entrepreneur parce que ça m'avait plu. Je me voyais pas employable. J'adorais la liberté de créativité, d'expression, de pouvoir créer quelque chose à partir de rien. Alors je me suis dit qu'il y avait l'opportunité était limitée. Il s'avère que collectivement nous avions tort. Internet n'était pas complètement mort. Et au bout de quelques années, alors que ça a été très dur, j'ai investi juste tout ce que j'avais. J'ai emprunté 100 000 sur mes cartes de crédit. J'ai Ouais. vécu à New York essentiellement sur 2 euros par jour. Je pouvais même pas me permettre un café. J'habitais au bureau. Je dormais sur des canapés. C'était vraiment difficile, mais j'ai raté la paix 27 fois, mais ce faisant, on capturé la victoire de la bouche de la défaite et la boîte est devenue profitable, très grosse, passée de 1 à 200 millions de chiffres, et puis je l'ai vendue pour 80 millions en 2004. Et Et puis, quelle oui. quelle était la situation de votre boîte durant cette bulle d'Internet? Est-ce que vous étiez à quel stage finalement? Alors, la première boîte, Auckland, a bénéficié de la bulle dans le sens où on a levé des dizaines de millions d'euros de capital risque alors que j'avais 23 ans. Euh, on bénéficiait d'une couverture médiatique incroyable, on avait un trafic incroyable euh, et elle a été valorisée des centaines de millions. Mais au moment où la bulle a explosé, euh, comme tout, elle a perdu toute sa valeur. Donc, j'ai quasiment rien gagné de cette première expérience, à part de l'expérience elle-même. Mais le peu que j'ai pu mettre de côté, j'ai tout réinvesti dans la seconde startup, qui était Zingy, où il était littéralement impossible de lever des fonds. Ce qui était assez intéressant parce qu'on est passé d'un monde où 2 ans avant, des gens que j'avais jamais, des capitaux risqueurs que j'avais jamais rencontrés, m'envoyaient des term sheets binding par fax disant qu'ils voulaient investir. Et tout d'un coup, je passe à un monde où j'ai beau passer des dizaines d'heures, rencontrer des centaines de personnes, personne ne pouvait investir à 1000 euros. Ouais. Donc le monde avait complètement changé. Mais quelque part, le fait de créer une startup dans ce moment-là, il n'y avait pas de concurrence. Et ceux qui ont pu persister et persévérer ont beaucoup plus réussi. Alors, je suis rentré dans la crise d'après de manière un peu différente, c'est-à-dire que j'ai créé ma prochaine boîte, OLX, en 2006, mais de par le fait que les VC avaient raté la boîte d'avant, j'ai levé au tout début 10 millions sur le valo de 28 millions avec rien, avec une PowerPoint. Je suis rentré dans la bulle, on avait déjà levé, il me semble, 38 millions et demi de dollars, donc on avait plein de cash et on a été en position positive. Et donc, là où tout le monde a arrêté d'investir, j'ai racheté 13 boîtes, on a été agressif sur la télé, on est plus monté en puissance et quelque part, ça a aidé à nous permettre de gagner dans les pays où nous étions. Et pour en venir à cette crise-là, un point de vue macroéconomique, Covid va avoir un impact bien plus important. Le taux de chômage a augmenté plus rapidement qu'il n'a jamais augmenté dans l'histoire de l'économie. On est arrivé à des taux de chômage aux États-Unis du niveau de la Grande Dépression en 2 mois, là où ça avait pris 4 ans après l'explosion de la bulle en 1928. Donc, macroéconomiquement, c'est bien plus impactant. On a vu une compression d'économie. On peut voir le PNB chuter de 10% assez facilement. Pas mal de boîtes, notamment dans le tourisme et dans les événements offline, ont vu leur chiffre d'affaires littéralement passer à zéro. Euh,
Mais pour les startups au sens large, c'est quand même moins impactant que ne l'était la bulle, l'explosion de la bulle. Alors, il y en avait beaucoup moins, mais donc dans la mesure où une startup n'est pas particulièrement affectée, n'est pas dans un secteur affecté par Covid, donc pas dans le tourisme, pas dans les événements, etc., euh, la proposition de valeur des startups ne se voit qu'améliorer. Ils augmentent, une startup augmente l'expérience utilisateur et, a un effet déflationniste. Ça rend les choses moins onéreuses dans le sens large et donc augmente la qualité de vie des gens, augmente le pouvoir d'achat. Et, et quand on ressort de cette crise, cette proposition de valeur n'est qu'améliorée. Et c'est d'autant plus vrai pour certains secteurs. Qui ont vu leur concurrence offline disparaître. Donc, on voit que le commerce électronique au sens large est en train d'exploser, le télétravail est en train d'exploser, tous les conférences à la Zoom sont en train d'exploser, le télémédecine, la télééducation sont tous en train, alors que c'était des secteurs qui avaient vu très peu de pénétration de la technologie. C'est-à-dire qu'on voyait que sur le commerce, à peu près 15% des commandes étaient passées en ligne, mais si on regarde l'éducation, qui était 10% du PNB, c'était 0,1% qui était en ligne. Pareil sur le secteur de la santé aux États-Unis, qui était 17,6% du PNB, c'était au tout début d'amorçage, et il y a eu une réelle accélération. Pareil sur des choses comme la livraison de nourriture, qui ne représentait moins de 5% des commandes de nourriture, qui a vu une accélération, et on voit les Instacart, Seamless Grubhub, Deliveroo, Uber Eats, tous en train d'avoir des volumes explosés. Et en fait, c'était déjà une sorte de transition qui allait se faire et qui s'est nettement améliorée. C'est-à-dire que quand j'imagine l'avenir ou le monde de demain, je peux tout à fait imaginer un monde où en fait, comme on pourra commander de la nourriture de très haute qualité sur les plateformes, avec une transparence totale, avec un coût plus faible que si on se l'achetait nous-mêmes, je pense que les gens, d'ici 10 ans, quasiment personne ne cuisinera. Tout le monde commandera en ligne. Et, parce que si on réfléchit bien, il y a 100 ans, on crée nos propres vêtements. Aujourd'hui, ça ne viendrait pas à l'idée qu'on va tricoter sa propre chemise. La même chose va s'arriver dans la nourriture. Aujourd'hui, on ne commande pas sur les plateformes parce que c'est que du fast-food et ça coûte relativement cher avec les frais de livraison. Mais dans 5-10 ans où le frais de livraison est essentiellement gratuit, soit par les véhicules autonomes, soit par une densité de livraison qui fait que le coût de livraison va être minime, et on a des dark kitchens qui vont permettre la création de nourriture de qualité peu onéreuse, on va voir cette transition. Donc on voit que quelque part, Covid va beaucoup bénéficier de l'ensemble des startups. Maintenant, il y a deux exceptions. L'exception numéro un est celles qui sont dans des secteurs particulièrement affectés par la crise, donc les événements offline, le tourisme, et deux, ceux qui, par des raisons de circonstances, je voulais lever maintenant. C'est-à-dire qu'en moyenne, quand une startup fait un tour de financement, elle lève pour 18 mois. Ouais. Et au bout de 18 mois, s'ils ont suffisamment grandi, ils vont lever leur prochain tour. Donc quelqu'un qui a levé il y a 12-18 mois, qui cherche à lever maintenant, va au-delà de ces grandes difficultés parce que dans le sens large, le monde est devenu très conservateur. Et donc, il y a moins d'investissement, il y aurait clairement moins de sorties, etc. Maintenant, c'est moins vrai en amorçage, donc en création de start-up, dans la mesure où l'environnement macroéconomique qui compte pour une start-up qui est créée aujourd'hui, c'est pas l'environnement d'aujourd'hui, c'est l'environnement 10 ans quand cette start-up va avoir de sortie. Donc, les start-up late stage qui sont en phase de pré-IPO vont être bien plus impactés à deux niveaux. Un, les marchés des sorties de fusion-acquisition ont plus ou moins gelé, et donc il n'y a plus de sorties. Et puis deuxièmement, elles sont moins en mesure de couper leurs coûts suffisamment pour, pour s'ajuster vis-à-vis de la baisse du chiffre d'affaires. Une boîte qui a vu son chiffre d'affaires passer de 100 millions par mois à zéro va avoir du mal à couper ses coûts suffisamment. Une start-up qui faisait 50 000 par mois, ils peuvent relativement facilement couper leurs coûts suffisamment parce qu'ils perdaient déjà de l'argent avant pour couvrir cela. Donc, les startups jeunes sont bien plus avantagées dans ce genre d'environnement et continuer à être financées parce que, comme je dis, ce n'est pas l'environnement macroéconomique d'aujourd'hui qui compte pour elles, c'est l'environnement macroéconomique dans 7 ou 10 ans quand elles recherchent la sortie. Donc en fait, ça reprend un petit peu, Guillaume Brégeras a publié un article la semaine dernière sur le fait que les startups les plus en difficulté
ce sont les startups en série B. Est-ce que ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire sur Oui, B ou plus, hein, ça peut être B, C, D, etc. Toutes les startups jeunes euh, ont beaucoup moins de difficultés parce que leur potentiel demeure inchangé quelque part et elles ont besoin de moins de capitaux et elles peuvent plus facilement s'ajuster en termes de baisser des structures de coûts. Donc, c'est pas que le B. À mes yeux, c'est plus le C, le D, le E, quoi. C'est toutes les tours après. D'accord. Alors, la question qu'on se pose en tant qu'entrepreneur, c'est est-ce que cette période-là, est-ce que les VC et les angels investissent plus, investissent moins, et pourquoi? En moyenne, les VC et les angels investissent moins. Ils investissent moins parce qu'ils ont moins de cash et souvent parce que leurs propres investisseurs, notamment pour les VC, leur disent, écoutez, on ne peut pas se permettre de vous donner plus de capitaux en ce moment. Donc, les investisseurs des VC sont des fonds de pension et des familles riches, des universités, etc. Et ils ont des modèles d'allocation de capital et ils disent on veut mettre 50% dans les actions, 20% dans les obligations, etc. Et souvent, dans des actifs comme le VC, ils veulent mettre du jour 5%. Le problème, c'est que si les autres actifs baissent de valeur, de manière relative, leur allocation, elle devient disproportionnellement vers le VC. Donc, tout d'un coup, ce qui était 5% peut apparaître comme 10%. Et ils veulent pas augmenter leur exposition, d'autant plus qu'il peut se trouver qu'il n'est pas de cash parce que beaucoup de gens utilisent du leverage. Et donc souvent ils leur disent investissez moins. Alors c'est pas vrai pour nous, vu que nous on ne dit pas et que quelque part on a de la chance d'avoir levé notre fonds il y a pas très longtemps, donc on a encore beaucoup de capitaux à déployer. Donc on a été aussi agressif que d'habitude, ni plus ni moins. Tout en étant vraiment plus focus sur la phase d'amorçage euh, dans les secteurs non touchés. D'accord. Et est-ce que le est-ce que les deals, vous faites, parce que je suppose que vu que voilà, les entrepreneurs sont conscients de la situation financière actuelle, est-ce que vous négociez de meilleurs deals de par leur situation un peu fragile? Oui et non, c'est-à-dire que on s'assure que les startups soient valorisées correctement. Il y a beaucoup de gens qui levaient à des valeurs très élevées, Ouais, mais en fait souvent quelqu'un qui a levé une valeur trop élevée, il y a très rarement des down rounds, un nouveau tour à une valeur plus faible, parce que ça engendre des clauses d'antidilution qui fait que tout le monde est dilué, et donc souvent les boîtes qui ont levé à des valeurs trop élevées, elles font juste faillite en fait. C'est pour ça que souvent je dis aux entrepreneurs de lever la bonne quantité d'argent à la bonne valorisation. Lever à une valeur trop élevée est une des causes principales de mort de startups. Parce qu'elles ne grandissent pas dans leur valeur et donc elles n'arrivent pas à faire le tour d'après ou n'arrivent pas à se vendre au-delà de la valeur du dernier tour. Et donc ça tue des boîtes. Alors, parce que c'est souvent un entrepreneur me dire, mais si je peux lever 50 à 200, qui est 25% de dilution, euh, ça a l'air mieux que de lever 10 à 50. Le truc, c'est que si la boîte, elle vaut réellement plus que 50 que 200, il vaut mieux lever à 50 parce qu'il y aura peut-être quelqu'un pour nous racheter à 100 ou 150. Alors que si on lève à 50 à 200 et qu'on ne valait réellement que 50 et qu'on n'arrive pas à grandir dans cette valorisation-là, en tant qu'entrepreneur, on va rien toucher parce que la liquidation préférentielle va manger toute la sortie. Et donc, je ne recommande pas de. Il faut lever la bonne somme d'argent à la bonne valorisation par rapport à la taille de l'entreprise. Maintenant, on fait attention de ne pas surpayer dans ces périodes-là, mais c'est pas comme si on renégocie ou on négocie les contrats différemment. Euh, Petit aparté, mais je pense que c'est quand même aussi le meilleur moment de créer une startup. C'est-à-dire que le coût d'opportunité de son temps a beaucoup baissé. C'est pas comme si aujourd'hui Google et Facebook allaient faire des offres à $1 million par an à buller chez eux pour ne pas créer des startups concurrentes. Et c'est vrai dans le marché du travail au sens large, le coût d'opportunité est beaucoup plus faible et il y aura moins de concurrence. Le coût d'acquisition des clients va être beaucoup plus faible parce qu'il y a personne qui est en train de faire de la pub. Et si on regarde par le passé, euh, les, les, toutes les startups les plus intéressantes de la dernière décennie ont toutes été créées en 2008-2009. Donc Airbnb, Uber, Slack, WhatsApp. Et c'est pas une coïncidence car qu'ils ont réussi à se lancer et lever
et opérer dans un environnement difficile où vous avez très très peu de concurrence. Oui, c'est un petit peu la définition finalement de l'entrepreneur qui est là pour trouver une solution à un problème existant. Et en temps de crise où il y a plein de problèmes, c'est peut-être effectivement c'est ça le principe, c'est de créer dans un monde, dans une société où on commence à montrer, médiatiser certains problèmes. Les problèmes sont toujours là. Olivier, il n'y a pas que des problèmes que en temps de crise. Je pense que c'est plus circonstanciel. C'est-à-dire qu'en temps de crise, moins. Il n'y a pas très longtemps, dès qu'une boîte était lancée sur une idée, dans une période faste, il y avait 40 autres boîtes qui se lançaient avec plus ou moins exactement la même idée. Et donc, même si l'idée de base pouvait être très profitable et intéressante, le fait qu'il y ait 50 personnes qui sont en train de faire la même chose, souvent détruisait l'économie du métier. C'est-à-dire que Uber aurait eu beaucoup plus de réussite s'il n'y avait pas eu Lyft. Et pas que Lyft, s'il n'y avait pas eu 40 autres en face, quasiment dans tous les pays. Euh, donc ça, c'est un. Deux, la façon dont les pubs sur Internet marchent, donc sur Google et Facebook, c'est des enchères. Et plus il y a de gens qui enchérissent, au sens large, hein, pas que dans des concurrents directs, plus les pubs coûtent cher. Aujourd'hui, on se rend compte que comme il y a très peu de gens qui enchérissent, le CPC, le coût d'acquisition client, le coût par clic a beaucoup baissé. En plus, les taux de conversion ont beaucoup monté. Donc, le coût d'acquisition client, c'est nettement amoindri. Donc, quelqu'un qui est en position de faire de la pub aujourd'hui peut avoir des coûts d'acquisition client très faibles et en bénéficier pour grandir rapidement dans un monde, en fait, au sens large, il aura moins de concurrence. Donc, je pense que c'est vraiment le meilleur moment d'être entrepreneur. Ouais. D'accord. Ben, merci beaucoup. Alors maintenant, on avait récolté donc des questions de la part de nos utilisateurs qui étaient intéressés donc par la conférence. Donc on en a sélectionné quelques-uns. Voilà, moi j'aime bien une question. Voilà, c'est François. J'aimerais savoir quels sont les métiers du futur afin de pouvoir orienter mes études en ce sens. Et aussi donc Olivier qui me rejoint un petit peu. Quels sont les métiers qui vont disparaître d'après vous? Parce que la Alors digitalisation, d'abord au sens large, je ne m'inquiète pas. Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets que l'intelligence artificielle et les robots vont éliminer tous les métiers de l'avenir. ouais, Et ce genre de ludisme a toujours été faux. Imaginons que je vous amène en 1998, donc il y a 22 ans, et je vous dise, écoutez, dans 22 ans, les 4 plus grosses catégories d'emploi vont avoir disparu. Il n'y aura plus d'agents de voyage, il n'y aura plus de tellers aux banques, la construction automobile va être robotisée et automatisée, et le retail, 500 milliards de retail va être détruit et va passer en ligne, créant une apocalypse dans le retail. Décrivez maintenant la condition économique dans 20 ans. Alors, et jusqu'à Covid, on avait des taux de chômage bien plus faibles, on avait des circonstances économiques bien meilleures qu'il y a 22 ans. Et donc, historiquement, la technologie a toujours créé plus d'emplois qu'elle en a détruit. Alors, c'est pas les mêmes qui sont détruits et qui sont créés. Et dans l'absolu, avoir plus de flexibilité, bien sûr, des connaissances technologiques a été beaucoup plus valorisant et valorisé que d'être faire de la main d'œuvre de base. Les métiers d'avenir vont probablement des métiers où on va travailler avec l'informatique, donc avec l'intelligence artificielle, où les deux vont travailler de main dans la main, vu qu'on a des compétences qui sont complémentaires, disons. ouais. Et donc, je peux imaginer, par exemple, que le rôle d'un docteur va changer de machine à diagnostiquer, ou plutôt ça va être un agent, l'intelligence artificielle qui va diagnostiquer, et le docteur qui va devoir, au contraire d'aujourd'hui, être la touche humaine, s'assurer qu'il y ait une bonne compliance avec l'utilisation des médicaments, etc. Donc on peut imaginer que le rôle va changer. Pareil pour les professeurs. On peut imaginer que les cours vont être donnés par une intelligence artificielle et que le rôle du professeur, c'est plus le rôle de coach et de tuteur que d'être une machine à débiter des faits qui n'a en fait pas changé depuis 25 ans maintenant. Si on réfléchit sur l'avenir, on n'est qu'au tout début de la révolution technologique. Comme j'ai dit au tout début, il n'y a que 15% du commerce qui est en ligne aujourd'hui, il n'y a que 3% de la pénétration de livraison de nourriture en ligne.
la construction, la façon dont elle est faite est encore artisanale. Chaque fois qu'on construit une nouvelle maison, c'est comme il y a 100 ans, on a un architecte, on a un plombier, tout se fait de manière nouvelle. Il n'y a pas de méthode de construction moderne. C'est vrai dans la médecine, c'est vrai dans l'éducation. Quand même, ça. On est au tout début. L'imprimante 3D, quand même, ça change ça pourrait changer Oui, ça va changer, mais ça ne l'a pas fait encore. Je parle de où on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est encore on est à l'aube de l'Internet et de la révolution technologique. On en est au tout début. Et tout reste à faire. Tous les secteurs entiers de l'économie, par exemple les services publics, n'ont pas du tout été vraiment digitalisés. Et or, c'est le plus gros pourcentage du PNB dans la plupart des pays occidentaux. D'accord. Donc vous dites qu'on a encore un petit peu de temps avant que la société telle qu'on le connaît soit vraiment changée. On a beaucoup de temps, ça va créer plein d'emplois, plein d'opportunités, et même une fois que ça sera fait, il y a encore des innovations et des changements. Là, par exemple, on investit dans des compagnies qui font de la nourriture synthétique ou de la viande synthétique. Comme ça, on peut créer des protéines animales qui ont la même teneur que ce qui vient de la vache, le poisson, etc., mais sans, bien sûr, le maltraitement des animaux, sans l'utilisation en eau, les émissions en méthane, etc. On est en train d'investir dans des plateformes de taxis volants électriques qui s'autovolent. On est au tout début. Tout reste à faire. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont plutôt en high level. Donc je pense aux salespersons, aux vendeurs, aux taxis, qui se font beaucoup de soucis à l'heure actuelle parce que, je veux dire, quand on voit les problèmes qu'ont les retailers, les magasins, ils savent pas tellement si jamais ils vont réouvrir, combien de stores ils vont fermer, etc. Ces gens-là risquent de se retrouver un petit peu sur le carreau, en fait, finalement. Hein. Tout à fait. Beaucoup d'emplois du retail vont disparaître, beaucoup d'emplois à terme de conducteurs vont disparaître, mais pas à court terme. Mais il y aura d'autres emplois qui vont être créés. Et quelque part, des emplois plus intéressants et plus adaptés aux humains. J'aime pas quand on utilise les humains pour faire des métiers répétitifs Ouais. et non intéressants. Oui, complètement. Et c'est ce genre de métier qui, depuis 200 ans, est en fait en train d'automatiser et de disparaître. Et par contre, le métier de vendeur, je pense pas, ne va pas disparaître. Je vois mal une intelligence artificielle vendre un produit, notamment un produit high touch. Mais ça va être réduit considérablement vu que les e-commerce commencent à vraiment. Ah oui, mais moi, ça dépend de ce que la définition de vendeur. Moi, je pensais que vendeur, c'est quelqu'un qui vend au grand compte des produits SaaS. C'est. Ça pourra pas. Je pensais pas à quelqu'un qui vendait dans un magasin au coin de la rue. Ça c'est en train Mais bon, mais pareil, le retail ne va pas disparaître. Il va juste changer et devenir expérientiel. Ça va être plus des expériences. J'ai mon prochain appel qui commence dans 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Alors juste pour le mot de fin un petit peu, donc un petit peu avoir votre opinion alors on a beaucoup de jeunes entre 18 et 25-26 ans qui suivent cette conférence. Juste un petit mot de fin pour ceux qui veulent monter leur entreprise ou qui se posent la question ou qui ont déjà leur entreprise, un petit mot d'encouragement, un conseil pour eux pour finir. Qu'il n'y a rien à craindre, parce que quelque part, on retombe toujours sur nos pieds. C'est-à-dire que c'est plus intéressant, il y a plus de liberté, plus de créativité à créer une startup ou rejoindre une startup que d'être dans un métier banal et structuré. C'est plus passionnant. C'est vrai que souvent on se plante, mais quelque part on apprend de choses extraordinaires. C'est pas comme si notre valeur avait disparu. C'est pour ça que j'ai toujours pris des risques dans ma carrière, parce que je me suis dit, ok, si jamais mais un startup se plante, d'ailleurs la première s'est plantée, j'aurais toujours pu retourner chez McKinsey, dans la banque d'affaires. C'est pas comme si on avait notre valeur intrinsèque avait disparu. Et donc le monde valorise une petite prise de risque plus que les autres de manière disproportionnée. Et donc il faut tenter. D'accord. Merci beaucoup Fabrice pour votre temps et puis je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci. Au À revoir. bientôt.